Nous sommes maintenant au bord d'une guerre régionale, ce n'est pas la première fois cependant. Jusqu'à présent, l'Iran et Israël ont esquivé les balles à gauche et à droite, évitant de justesse une guerre à grande échelle. Mais la Syrie a fondamentalement changé le terrain de jeu. Juste quelques heures après le départ d'Assad, les forces terrestres israéliennes se sont déplacées du côté syrien du plateau du Golan, élargissant la zone démilitarisée et prenant des hauteurs stratégiques. Les chars israéliens se trouvent maintenant à moins de 30 km de Damas, peut-être même plus près. Pendant ce temps, les avions israéliens ont bombardé et détruit des sites d'armes chimiques et d'autres armes avancées en Syrie pour les tenir à l'écart des mains extrémistes. Des explosions ont été observées mais à la base aérienne de Mezza près de Damas, et cette frappe aérienne particulière près de Tartus était si massive qu'elle a enregistré un tremblement de terre de magnitude 3.0. Les dégâts sont immenses. Des hélicoptères, des avions de chasse et des dépôts de missiles ont été anéantis. Ailleurs, l'armée de l'air israélienne a frappé des cibles près d'Alep, Kamishli, Latakia, Kounitra, Hama, Homs et d'autres endroits. Au total, plus de 480 cibles ont été frappées, la plus grande opération aérienne de l'histoire d'Israël. Au moins 80% de la capacité militaire de la Syrie a déjà été détruite, et le reste devrait probablement être éliminé dans les semaines à venir. C'est un véritable tournant. Cela donne à Israël la capacité de lancer des frappes aériennes préventives sur les sites militaires et nucléaires de l'Iran sans avoir besoin de l'aide ou de l'approbation des États-Unis. Une petite incitation peut maintenant faire basculer l'équilibre d'une superpuissance. Cette vidéo montre la destruction des hélicoptères, des avions de chasse et des systèmes de défense aérienne de la Syrie. Mais ce que vous voyez aussi, c'est le premier coup dans une partie d'échecs. Israël transforme la Syrie en ce qu'ils appellent une zone de défense stérile. En faisant cela, en éliminant la Syrie comme une menace, Israël ouvre en fait un couloir qui prépare le terrain pour une frappe préventive massive contre l'Iran. Vous voyez, en détruisant pratiquement toutes les défenses aériennes de la Syrie, la ligne de front aérienne s'est déplacée de 600 à 700 km plus près de la frontière orientale de la Syrie. Israël peut maintenant faire voler ses avions citernes des centaines de kilomètres plus à l'est, ce qui permet à ses avions de chasse de se rendre en Iran et de revenir sans manquer de carburant. Cela n'était pas possible auparavant, et cela change tout. Pour ajouter du contexte, la Syrie possédait autrefois l'un des réseaux de batteries de défense aérienne les plus densément concentrés au monde. Pensez à des systèmes russes de milieu de gamme tels que SA-17, SA-22, SA-6, SA-8 et SA-5 batteries. Maintenant, bien que les F-35 puissent se faufiler au-delà de ces systèmes, les avions citernes ne le peuvent pas. Et c'est là que se trouvait le problème. Les avions citernes sont imposants, peu rapides et peu discrets. Même les canons anti-aériens obsolètes représentent une menace pour eux. Auparavant, les systèmes de défense aérienne utilisés par la Syrie représentaient même une menace pour les F-16. En 2018, la Syrie a réellement abattu un F-16 israélien, alors que le conflit entre les deux s'intensifiait. Ainsi, pour les avions citernes israéliens, l'espace aérien syrien était une zone interdite de vol, ce qui limitait la portée des options militaires d'Israël. Il n'a jamais vraiment été possible de mener une frappe aérienne allant d'Israël à l'Iran et vice-versa. L'échelle et la distance d'une telle opération ne laissaient pas beaucoup de place à l'erreur. Même maintenant, les F-35 israéliens sont contraints par cela. Ces jets ont une portée de 2100 km, plus ou moins. Supposons qu'Israël ait lancé ses F-35 depuis la base aérienne de Ramat David. Le voyage à Téhéran et le retour seraient d'au moins 3000 km, au-delà de la portée de ces jets. Cela n'inclut même pas les manœuvres aériennes que l'avion effectuerait ou la charge utile qu'il transporterait. Les réservoirs de carburant externes ne sont pas envisageables. Ces derniers modifieraient la forme géométrique de l'avion et réduiraient ses capacités furtives. Sans furtivité, il serait difficile de passer outre les systèmes de défense aérienne de l'Iran, qui sont parmi les plus avancés de la région. Ainsi, une frappe préventive à grande échelle contre l'Iran, avec les meilleures chances de retour en nombre complet, devrait être une mission furtive. Cela signifie pas de réservoir de carburant externe, ou même de missiles externes.
Mais pour l'argument, même avec des réservoirs de carburant externes, la portée opérationnelle pour le F-35 ne s'étendrait qu'à 2700 km. C'est toujours insuffisant. Donc pour Israël, la domination aérienne sur l'Iran n'a jamais été tout à fait possible. Du moins pas sans l'implication américaine. Tout cela a changé maintenant avec la neutralisation des défenses aériennes de la Syrie. L'armée de l'air israélienne affirme avoir détruit 80% des systèmes SA-22 de courte à moyenne portée de la Syrie et de ces systèmes SA-17 de moyenne portée. Encore une fois, ceux-ci n'ont jamais été une menace pour les F-35 d'Israël, mais ils étaient une menace pour ces avions citernes. Maintenant, avec seulement une poignée de systèmes de défense aérienne restant en Syrie, Israël a effectivement ouvert un couloir aérien, à travers lequel son armée de l'air peut se déplacer librement, y compris ses avions citernes. La ligne de front aérienne a avancé de 600 à 700 km jusqu'à la bordure orientale de la Syrie, où les avions citernes d'Israël peuvent rôder et compenser la distance pour ces avions de chasse. Ainsi, techniquement, les avions israéliens peuvent maintenant décoller de la base aérienne de Ramat David, voler le long du couloir aérien syrien, traverser l'Irak, puis voler en Iran pour bombarder et détruire des installations militaires et nucléaires. Une fois la mission accomplie, les avions retourneraient alors dans l'espace aérien syrien pour se ravitailler avant de rentrer chez eux. Si les Israéliens se sentent particulièrement confiants, ils peuvent même effectuer une frappe de décapitation, visant le leader suprême de l'Iran et le commandement des gardiens de la révolution islamique. Donc, en résumé, en neutralisant les défenses aériennes de la Syrie, Israël a maintenant une fenêtre d'opportunité pour lancer une attaque préventive à grande échelle sur l'infrastructure nucléaire et militaire de l'Iran. Et cette opportunité pourrait être trop bonne pour la manquer. Avec l'arrivée de l'administration Trump, Netanyahou va probablement miser sur les nouvelles options militaires sur la table et chercher à persuader Trump de le rejoindre dans l'attaque contre l'Iran. Même si Trump n'en a pas envie, au moment de son investiture, Israël aura les moyens d'agir seul et ensuite d'entraîner les États-Unis dans une guerre. Au cours de plusieurs jours, nous avons détruit les capacités que le régime Assad a mis des décennies à construire. J'ai discuté de tout cela hier soir avec mon ami, le président élu des États-Unis, Donald Trump. Nous avons eu une discussion très amicale, chaleureuse et importante. Nous avons discuté de la nécessité de compléter la victoire d'Israël. Dos au mur. L'Iran va maintenant se précipiter pour renforcer son mandataire, le Hezbollah, afin de rétablir la dissuasion. Pendant des années, Israël et l'Iran ont maintenu une impasse qui a empêché une guerre totale. L'Iran disposait d'un réseau de mandataires qu'il utilisait comme levier contre Israël. Le plus puissant de ceux-ci est le Hezbollah, basé au Liban. Donc, si Israël lançait une attaque à grande échelle contre l'Iran, alors la direction iranienne donnerait le feu vert au Hezbollah pour faire pleuvoir le feu sur Israël. En 2018, on estimait que le Hezbollah avait environ 130 000 roquettes et missiles dans son arsenal. Cependant, en juin 2024, un officiel de la force Quds d'Iran, supervisant les opérations du Hezbollah, a déclaré publiquement que le Hezbollah avait plus d'1 million de roquettes et de missiles. Vrai ou non, même l'estimation la plus basse représente une puissance de feu massive. Cependant, les récentes frappes de décapitation d'Israël contre le Hezbollah ont considérablement réduit les capacités du groupe. La plupart des roquettes et des missiles sont toujours au Liban, mais la structure de commandement du Hezbollah a été compromise, peut-être même au-delà de toute réparation. Nous reviendrons sur ce point plus tard, mais l'essentiel est que sans la menace du Hezbollah, l'Iran se retrouve sans dissuasion. Donc, les Iraniens feront de leur mieux pour renforcer le Hezbollah aussi rapidement que possible. Mais il y a un problème. Au milieu du chaos en Syrie, Israël a pris la liberté de créer une zone tampon près du plateau du Golan, au sud-ouest de Damas. Alors que les rebelles syriens marchaient sur la capitale, les unités israéliennes se sont rapidement mobilisées dans les positions abandonnées de la Syrie sur le plateau du Golan, et les ont prises sans combat.
La direction israélienne affirme que l'objectif est de dissuader les forces hostiles de s'approcher d'Israël et Netanyahou qualifie cela d'opération temporaire. Mais le territoire qu'ils ont pris est jusqu'à 2 fois la taille de Gaza et il est d'une importance stratégique, telle qu'Israël est peu susceptible de partir. L'armée syrienne a quitté ses positions. Nous avons donné l'ordre à l'armée israélienne de prendre ses positions pour s'assurer qu'aucune force hostile ne s'installe juste à côté de la frontière d'Israël. C'est une position défensive provisoire en attendant de trouver un arrangement adéquat. Vous voyez une chose notable pendant cette opération du Golan, et c'est un autre coup d'échec, c'est que les Israéliens ont silencieusement conquis le côté syrien du mont Hermon, qui culmine à 2814 mètres d'altitude. Les montagnes craignent souvent des angles morts pour les défenses aériennes, surtout les radars. Dans ce cas, le mont Hermon a pendant des décennies éclipsé les défenses aériennes d'Israël, rendant difficile de voir au-delà des montagnes et dans certaines parties du Liban. Les avions et les drones volant à basse altitude pourraient exploiter cet angle mort, leur permettant d'infiltrer Israël encore et encore. C'est probablement ainsi que les drones iraniens et du Hezbollah ont infiltré profondément Israël jusqu'à Haïfa. Ce même angle mort faisait également partie du pont terrestre de l'Iran vers le Liban. En utilisant la couverture du mont Hermon, l'Iran a pu renforcer le Hezbollah avec des ressources juste sous le nez d'Israël. Les choses ont changé maintenant. Avec les Israéliens aux commandes du mont Hermon, ils chercheront à établir des radars sur ces sommets qui leur permettront de voir profondément, à la fois en Syrie et au Liban. Au fur et à mesure que ces installations seront mises en place, Israël créera un système d'alerte précoce pour les jets et les drones volant à basse altitude. En même temps, les services de renseignement israéliens pourront utiliser le mont Hermon pour observer les mouvements iraniens et du Hezbollah. La liste des applications stratégiques continue, mais le point est qu'avec le mont Hermon sous contrôle israélien, l'Iran aura du mal à renforcer le Hezbollah. Tout mouvement hostile dans le sud du Liban et en Syrie sera désormais détecté par les Israéliens et à la merci de ses avions, drones et missiles. Le nouveau chef du Hezbollah l'a dit autant samedi, disant que le groupe avait perdu sa route d'approvisionnement à travers la Syrie. Mais même si, d'une manière ou d'une autre, l'Iran pouvait atteindre le Hezbollah par un chemin alternatif, cela ne servirait à rien. Comme mentionné, le Hezbollah a été profondément compromis. Des semaines de frappes de décapitation successives ont détruit la hiérarchie du Hezbollah. Alors que le groupe perdait un leader après l'autre, un officier après l'autre, de nouveaux membres ont été promus pour remplir les rangs vacants. L'agence de renseignement israélienne Mossad avait déjà des agents au sein des rangs inférieurs du Hezbollah. Mais avec les frappes de décapitation, ces agents de bas rang ont eu la possibilité de monter à des postes plus élevés. Voilà comment fonctionne le renseignement. Et en faisant cela pendant des semaines, on peut dire en toute sécurité qu'Israël a complètement infiltré le Hezbollah. Donc, même si l'Iran devait rétablir des liens avec le Hezbollah, le groupe a trop de fuites internes pour conserver une quelconque opérabilité. Et supposons que l'Iran ne puisse pas trouver et éliminer les agents israéliens au sein du Hezbollah. Ce ne sera qu'une question de temps avant que le groupe ne perde ses capacités, même avec tous les roquettes et missiles qu'il possède. Ce que tout cela signifie, c'est qu'en l'absence du Hezbollah comme dissuasion crédible, avec les Israéliens contrôlant le mont Hermon, et avec le corridor aérien de la Syrie en jeu, la guerre se profile à l'horizon. Il y a maintenant des rapports indiquant que l'équipe de Trump envisage des frappes préventives contre l'Iran. Mais c'est vraiment Netanyahou qui l'a rendu possible en premier lieu. Il offre essentiellement cette option à Trump sur un plateau d'argent. Avant longtemps, nous pourrions voir 100 000 tonnes de diplomatie se diriger vers l'Iran. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report, merci pour votre temps et Sawal.